Donc on va, comme on a un peu abordé le problème de démographie, donc on a demandé à Sylvia Ponton, qui travaille depuis plusieurs années avec M. Brouard et Jean-Marie Desmonts, que je salue, sur la démographie des anesthésistes, et je pense qu'on dira après un petit mot également de la démographie des chirurgiens. Tu peux pas, Sylvia, tu peux passer. On va te laisser passer. C'est gentil, je vous prie de m'excuser. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, c'est un grand honneur d'être invité dans votre Académie nationale de chirurgie. Merci, Monsieur Judet, Monsieur Claude Écoffé, professeur Écoffé, professeur Lebel. Je voudrais dire que ces travaux de démographie n'auraient pas existé sans les qualités visionnaires de au moins 3 personnes. Jean-Marie Desmonts, qui nous fait vraiment l'honneur d'être là aujourd'hui, qui m'a proposé de travailler sur cette thématique il y a plus de 25 ans. Le professeur Alain-Jacques Valleron, qui a accepté que j'en fasse un thème de recherche. Et puis Nicolas Brouard, qui m'a accepté à l'INED il y a 25 ans et qui m'a accompagné et qui, bien sûr, pour ces travaux d'une grande qualité, je pense, et qui ont permis de façon incontestable de les asseoir. Alors, je voudrais dire également que l'assistance publique et l'INED ont été également d'un grand soutien institutionnel et m'ont permis de consacrer un peu de temps à ces travaux parce que ça m'a pris évidemment beaucoup de temps. Alors, effectivement, la démographie, c'est une question qui a occupé notre discipline depuis... je cherche de quoi. Très bien, merci bien. C'est les Macs, je n'ai plus l'habitude des Macs. Alors, la question de la démographie, comme vous le savez, tient à 2 problèmes. Un grain de sable, c'est l'internat qualifiant, puisque ça abolit la filière des CES et quasiment toutes les spécialités médicales, à l'exception de quelques spécialités chirurgicales, passaient par cette voie des CES. Donc, vous comprenez bien que l'ensemble, et d'ailleurs vous l'avez vécu, l'ensemble des spécialités médicales vont être touchées par la baisse des effectifs avec une intensité et avec une cinétique dans le temps qui va être différente. Mais pour l'anesthésie-réanimation, en 88 donc, on a eu 5 anesthésistes formés en France. En 89, on en a eu 31. Et en 90, on en a eu 82. Alors qu'on formait 440 anesthésistes par an chaque année dans la décennie 80. Donc, vous voyez, c'était ce grain de sable, un peu la théorie des ailes de papillon. Donc, c'était extrêmement important. Et cette réforme vient sur un fond de numerus clausus qui a extrêmement été serré, puisqu'il a été divisé par un facteur de 5, et parce qu'il a été prolongé pendant 15 ans en dessous de 4000, qu'effectivement, il y a une question de démographie médicale. Parce que si on avait réaugmenté le numerus clausus dès notre première publication en 91, eh bien, on aurait pu réaugmenter considérablement le nombre d'internes d'anesthésie à la hauteur de ce qu'il fallait, et on aurait réglé le problème. Alors, la première étude descriptive et de projection a permis de montrer en 1990, grâce à un modèle démo-économique, que si on maintenait un niveau du nombre d'internes de 100 internes par an, on diviserait par moitié le nombre d'anesthésistes réanimateurs en France à l'horizon 2020 et de 30% à l'horizon 2010, avec pour corollaire une augmentation considérable de l'âge moyen. Vous voyez, on est passé de 43 ans et demi en 1990 à 52 aujourd'hui pour les hommes, 49 pour les femmes. Vous voyez que les courbes, on ne se trompe pas beaucoup en démographie. Et donc, la question, à mon avis, c'est que ces courbes, on n'y a pas vraiment cru. Le modèle permettait également de dire, voilà, on souhaite avoir des effectifs stables au niveau de ceux observés en 1989. Combien faut-il mettre d'internes? Mais vous voyez, il fallait très vite monter à 300, 350 pendant une quinzaine d'années. Et évidemment, je vais vous démontrer qu'on ne les a jamais eus. Alors, on a édicté dans notre premier papier un certain nombre de mesures correctrices. Elles n'ont pas toutes été mises en œuvre, mais je reviendrai dessus. Et puis, il y en a certaines qui ont été mises en œuvre qu'on n'avait pas du tout proposées. Alors, à la suite de ce premier papier, 1993-1994, une filière spécifique d'anesthésie qui a été abolie ensuite. Il a fallu attendre les travaux du professeur Guy Nicolas avec une grande concertation professionnelle
Il y avait là le professeur Philippe Charperel, qui a beaucoup œuvré aussi sur la question de la démographie médicale, André Liénard, Pierre Coria, évidemment le professeur Desmonts, pour permettre de remettre en filière en 1999. Et on a emmené avec nous là les pédiatres et les gynéco-obstétriciens qui n'avaient pas fait d'études démographiques, mais au vu de la pyramide, et compte tenu de ce que je vous ai dit sur la filière du CES, étaient fortement concernés également par ces questions de démographie. En 1999, il y a eu un tournant vraiment très important de la démographie médicale, puisqu'on a participé aux assises hospitalo-universitaires consacrées à la démographie médicale, et là on a démontré qu'il n'y avait pas que l'anesthésie qui était dans cette situation-là. On a également fait des estimations du nombre d'internes dans ces 3 disciplines qu'il fallait bien sûr attribuer. Et il y a eu 2 autres modifications, c'est-à-dire en 1999, il y a eu des mesures successives, ce qu'on a appelé la loi CMU. En fait, il y avait dans cette loi, vous connaissez évidemment la CMU, il y avait dans cette loi des mesures d'intégration des médecins à diplôme étranger, notamment ce qu'on appelait les PAC, les praticiens adjoints contractuels. Puis progressivement, il y en a eu d'autres, notamment avec la nouvelle procédure d'autorisation d'exercice. Alors vous allez voir, c'est pas du tout anodin, notamment actuellement. Il a fallu attendre 2000 pour avoir l'augmentation du numerus clausus. Et là, la première chose qui a été faite, ça a été d'augmenter de 50% les flux de formation en chirurgie, suite notamment au rapport d'Omergue qui disait qu'il y avait une crise de vocation. Mais vous voyez, la problématique démographique au niveau des chirurgiens n'était pas aussi importante, puisque par tradition, vous étiez tous issus du concours de l'internat, à l'exception de l'ophtalmologie, de l'ORL et de la gynéco-obstétrique. Alors en 2003, on avait préconisé à l'occasion des assises de créer un observatoire, parce que le seul moyen de pouvoir suivre la démographie, qui est quand même quelque chose d'assez complexe, bien c'était de créer un observatoire. Moi, je pensais que cet observatoire, dès sa création, prendrait des mesures, mais en fait, ils ont remis, voilà, pendant 5-6 ans, ils ont refait un peu des études, et puis il faut attendre 2009 pour que cette mesure de gestion, de régulation, et nationale et régionale, que pourtant on avait en fait soulevée dans la première publication de 91, eh bien, se mette en place et concerne l'ensemble des disciplines. Je passe bien sûr sur la notion de prolongation d'activité, parce que les mesures étaient, il faut agir sur les entrées, il faut agir sur les sorties, parce que ça permet évidemment de maintenir plus de personnes dans le stock, il faut agir sur le stock, il faut agir évidemment sur la restructuration hospitalière, ça n'a pas été fait, il faut agir également sur l'optimisation des plateaux techniques, la programmation, l'utilisation des ressources humaines, et puis vraisemblablement sur une homogénéisation des pratiques professionnelles, publiques, privées, voire même de rémunération, ce qui n'a pas été fait non plus. Il a fallu attendre donc 2012-2013, à la suite de ce décret de 2009, qui a été vraiment un tournant très important, pour voir réellement augmenter les flux de formation en anesthésie par 2 en France et par 3 en Île-de-France. Qu'est-ce qu'il en a été réellement? Vous voyez que les petits bâtonnets bleus, c'est les DES d'anesthésie et réanimation. Et vous voyez qu'il faut attendre 2008 pour atteindre 200 internes. Et entre 2000 et 2004, nous avions alerté à l'INED en disant « Attention, la régulation est mise à mal dans la mesure où 30% des inscrits à l'ordre sont des médecins à diplôme étranger. » Et vous voyez que c'est grâce à ces médecins étrangers, je vais vous le démontrer tout à l'heure, qu'on n'a pas infléchi les courbes, qu'on a bien infléchi ces projections et qu'on n'a pas baissé. Et vous voyez qu'actuellement, on atteint 400 à 500 entrées, donc 40% de médecins à diplôme étranger. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est produit? Alors qu'avant, il n'y avait quasiment pas, en 88-90, très peu de médecins à diplôme étranger. C'est les mesures d'intégration dont je vous ai parlé à partir de 1999 et surtout à partir de 2008, c'est la crise financière et l'élargissement de la communauté européenne à 25, à 27, à 28, avec la possibilité de migration des médecins européens pour lesquels vous ne pouvez pas récuser leur inscription à l'ordre. Alors, qu'en est-il actuellement de l'évolution démographique? Vous voyez que, Monsieur Lebel, vous nous avez expliqué à quel point vous aviez vécu cet extraordinaire essor de l'anesthésie-réanimation qui vous a changé la vie, je pense, au bloc opératoire, avec une croissance de 13% par an. Et puis là, un coup de frein en 90, en rapport avec l'internat qualifiant,
Alors la courbe en bleu, c'est les anesthésistes réanimateurs en activité globale, mais vous voyez, je ne peux pas rentrer dans tout le détail de 25 ans de travaux, mais il y a une problématique en France sur la fiabilité des données, si bien que l'ordre maintenant n'exprime plus ces données qu'en activité régulière. C'est ce qui témoigne bien et qui est beaucoup plus fiable en termes de manpower. Mais vous voyez qu'il y a simplement une stagnation, voire même une croissance nulle entre 2011 et 2014, mais un sursaut d'optimisme, on va dire, avec un retour de la croissance depuis 2014, puisqu'on a 0,9% par an. Alors vous voyez que cette courbe, il faut évidemment la mettre en rapport avec l'activité des actes d'anesthésie, qui ne concerne pas seulement, il y a aussi la réanimation, les urgences, enfin on verra tout à l'heure. Et vous voyez qu'entre 3,5 millions et 7,9 millions, c'est-à-dire entre 1980 et 1996, vous avez un doublement de la population des anesthésistes réanimateurs. Et ensuite, on refait un saut à peu près la même chose, 11,3 en 2011, et là, vous avez uniquement un accroissement d'environ 1500 personnes. Donc on voit bien qu'il y a eu une optimisation, parce qu'on ne pourrait pas faire ça s'il n'y avait pas d'une certaine tension, puisqu'on n'a pas une augmentation aussi importante. Alors, il faut attendre ce décret, et vous voyez que, donc on se remet au travail, on refait d'autres projections, il y a cette loi HPST, la création des ARS, le décret de 2009, et donc on se dit, ok, on se remet à faire des projections, de voir ce qui se passe, et en 2011, effectivement, dans les comités, dans l'Observatoire régionaux d'Île-de-France, je montre ces courbes en montrant qu'en anatomo, en anesthésie, pédiatrie, radiologie, on ne va absolument pas renouveler les effectifs, qu'on va être en croissance négative de la densité médicale d'une façon très importante, et on arrive là à décoincer les choses, et notamment au niveau de l'Observatoire national et du professeur Berland, et on arrive à tripler les effectifs, les flux de formation en Île-de-France de 35 postes à 92 aujourd'hui, et de 260 postes en 2008 à 434 aujourd'hui. Mais évidemment, c'est 2012 et 2015, et donc il faut attendre 2020 avant d'avoir l'efficacité. Alors évidemment, dans le cadre du plan stratégique, on se dit on va regarder ce que donnent ces JO favorables de gré en gré, et on se dit, ok, que se passe-t-il en France entière si on confronte ces nouveaux flux, plus les flux migratoires, parce qu'en analysant les flux migratoires, ils étaient encore plus importants que ceux qu'on pensait. Et vous voyez qu'en France entière, à l'horizon 2019, on est relativement favorable, y compris en DES et en DES et flux migratoires. Donc c'est une tendance qu'on continue avec le même niveau. Mais par contre, en Île-de-France, on est en négatif avec les DES seuls, et on est également en négatif avec les DES et en tenant compte des flux migratoires. En conclusion, je dirais que la anesthésie-réanimation a été sauvée, en quelque sorte, de ces projections défavorables, parce qu'il y a eu, comme disait Alfred Sauvy, c'est le prévoir pour ne pas voir. C'est-à-dire qu'on fait des projections, mais l'objectif, évidemment, c'est que ces projections ne se réalisent pas, et que c'est simplement la caractéristique de l'homme que de pouvoir s'adapter, et donc de ne pas voir ces projections si défavorables. Ce que je voulais dire, c'est que la forte attractivité de l'anesthésie-réanimation a permis, bien sûr, d'aller de l'avant. 3e position chez les hommes, 5e chez les femmes, mais on a un vieillissement professionnel important, et on ne fait pas la même chose quand on a 40 ans d'âge moyen ou quand on en a 52, qu'il y a une réduction du temps de travail avec l'aménagement du temps de travail en 2002, mais également en raison de la féminisation qui est quand même très modérée dans notre discipline, mais surtout en raison des changements sociologiques. Et je crois qu'en chirurgie, vous avez également ces questions qui sont soulevées, la préservation d'une vie personnelle et familiale. Les inégalités géographiques en 25 ans se sont réduites, mais elles restent encore extrêmement criantes. Et je pense, et vous le vivez actuellement, on va garder ces tensions démographiques jusqu'au moins 2020, puisqu'on a réaugmenté ces flux de formation de façon très tardive. La prospective de l'offre, je viens de vous le démontrer, nettement plus favorable en France, avec des disparités, notamment en Île-de-France, mais également dans toutes les régions du centre qui vont du nord-est, Champagne-Ardenne, jusqu'en bas, parce que vous avez ces régions avec ces départements sous-dotés, et les médecins anesthésistes dans ces régions sont les plus âgés. Donc ça risque d'y avoir des territoires en fait, qui ne seront pas couverts. Il y a une nécessité manifestement de refaire de nouvelles projections pour confirmer la tendance. Donc la DRES, l'ARS et on fait partie de ces copiles pour refaire des projections. Nous sommes nous-mêmes en train de réadapter le modèle démo économique, puisqu'on a fait des projections en 91, 99, 2005.
pour adapter les flux en conséquence, mais la régulation aujourd'hui est mise à mal parce que vous avez un cursus universitaire français qui est extrêmement sélectif à l'unité près, avec un numerus clausus qui est mal estimé, et parallèlement un système totalement ouvert, non maîtrisé, et donc de ce fait, ça rend les choses quand même très fortement compliquées. Pour autant, il demeure un très grand nombre d'incertitudes quant à l'adéquation entre l'offre et la demande, puisque vous avez un accroissement de la population de l'ordre de 3%, un accroissement des besoins de par le vieillissement qui est de l'ordre de 15%, un accroissement en raison des progrès médicaux, et vous avez des indications chirurgicales qui sont bien plus importantes chez les personnes âgées. On ne réfute plus du tout, comme le disait Claude, les personnes. Et puis également une offre chirurgicale. Le nombre de chirurgiens a augmenté de 30% entre 1990 et 2006. Et on prévoit une augmentation tout aussi importante à partir de 2006. Voilà, je vous remercie infiniment de Merci beaucoup. François Richard va commenter pour les chirurgiens. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord féliciter Sylvia Ponton, parce que je pense même qu'on va essayer de la kidnapper pour la faire travailler par l'Académie de chirurgie. Parce que j'ai eu la chance de lire son mémoire de thèse qu'elle m'a envoyé et j'ai appris énormément de choses. Donc, je voulais vous féliciter. J'ai fait 3 diapositives pour montrer quelques chiffres et poser des questions. La première, ce sont les chiffres du Conseil national de l'ordre de 2015 sur l'étude démographique de l'ensemble des spécialités. Et vous voyez qu'il y a 10 975 chirurgiens en France, toutes spécialités confondues, dans le secteur libéral, 7 598 dans le secteur public et 5 397 en mixte, c'est-à-dire ceux du secteur public qui ont une activité libérale et puis ceux qui, en libéral, ont des vacations à l'hôpital. Si vous mettez les chiffres des anesthésistes réanimateurs donnés par le Conseil de l'ordre, il y en a 3114 en libéral, c'est-à-dire un tiers par rapport au nombre de chirurgiens. Il y en a 6540 en public, c'est-à-dire la moitié, pratiquement à peu près autant que les chirurgiens, en fait un peu moins, puisque dans les 5397, il y en a une partie qui sont dans le secteur public. Et puis donc en exercice mixte, il y en a très peu, 445. Donc ces chiffres-là montrent quand même qu'il y a probablement, et d'ailleurs Claude Écoffet l'évoquait tout à l'heure, un système d'organisation différent entre le secteur public et le secteur privé dans l'utilisation ou dans le métier d'anesthésie. Et c'est une question que je voulais poser d'ailleurs aux 2 orateurs sur les conditions d'exercice du métier d'anesthésiste réanimateur dans les 2 grands secteurs d'activité en France, public et privé. Deuxièmement, c'est vrai que, et c'est une des richesses de la spécialité d'anesthésie-réanimation, il y a des anesthésistes qui s'occupent de la douleur, il y en a qui s'occupent des urgences, il y en a qui s'occupent et qui ne font plus d'anesthésie au sens factuel du terme. Mais ils sont comptés parmi les anesthésistes, ce qui aggrave encore les problèmes démographiques que vous avez évoqués. Et je sais qu'à l'Académie de médecine, par exemple, actuellement, il y a une réflexion sur le fonctionnement des médecins de la douleur, puisqu'il ne va plus y en avoir du tout du fait de la disparition des DES, et qu'actuellement, la nature ayant horreur du vide, il y a les anesthésistes qui s'en occupent, mais comment on peut faire? Parce que si ça retire des anesthésistes à l'action d'endormir les malades, ça aggrave encore les choses. Et puis la troisième question que je voulais poser, alors Bernard l'a un peu sauvagement attaqué au départ, c'est le problème des IADE, parce que c'est vrai qu'on a vu un changement d'autonomie ou de fonctionnement des IADE, et ça dépend aussi des secteurs, puisque moi qui ai travaillé à Foch pendant un certain temps, à Foch par exemple, les IADE avaient une autonomie beaucoup plus large que ce qu'elle est par exemple dans les hôpitaux publics, et donc qui peut jouer un rôle. Donc j'ai 3 diapositives, je peux vous poser les questions au fur et à mesure, parce que vous avez beaucoup de questions. Sur ces 3 points-là, est-ce que vous avez une réponse à nous donner ou une piste? Écoutez, je crois qu'on voit particulièrement, d'accord, on voit particulièrement en fait que la répartition chirurgien-anesthésiste est inversée en miroir. Hein. On a environ 35%
dans le secteur libéral et mixte pour les anesthésistes, et puis c'est l'inverse pour les chirurgiens. Mais en anesthésie, en fait, on sait que 92% des anesthésistes font de l'anesthésie. Hein, ça, c'est la grande enquête dont je n'ai pas pu évoquer, mais qui nous a pris beaucoup de temps et qui a été extrêmement intéressante pour décrire l'activité des anesthésistes, leur dynamique démographique et la fiabilité des chiffres. Et ça a montré que 92% des anesthésistes sont impliqués en anesthésie. 56% sont impliqués en réanimation. Et donc ces personnes-là, vous ne les avez pas vraiment en interface directe, évidemment après, quand vous sortez du bloc opératoire, mais pas en tant qu'anesthésiste réanimateur. En ce qui concerne, évidemment, les urgences qui sont intra- ou extra-hospitalières, c'est 18% d'entre eux. Et pour la douleur, c'est 8% et 6% pour le soin palliatif. Et ces 3 types de catégories, ça ne représente même pas 300 personnes. Donc vous voyez, c'est rien du tout, quoi. Hein, donc vous pouvez complètement les oublier, non pas en termes d'importance que cela a dans la prise en charge de la douleur, de soins palliatifs ou de la prise en charge des urgences, mais en termes démographiques, ça pèse pas lourd. Hein. Donc ça, on va écarter, ce n'est pas un problème démographique. Alors ensuite, vous nous dites, effectivement, 35-65, en fait, on peut dire qu'en 1990, c'était même 20% de chirurgiens en hospitalier et 80% en libéral. On a créé énormément de postes de PH pour les chirurgiens, il n'y en avait pas beaucoup. Un chirurgien dans un hôpital, il était PUPH, je parle des CHU notamment, hein, où il y avait très très peu de postes de PH. Ça, c'est vraiment les données notamment de l'assistance publique. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut expliquer ce différentiel. Et d'autre part, dans le secteur libéral, vous avez très peu de réanimation. Certes, il y en a, mais pas autant que dans le secteur public. Donc par conséquent, quand on regarde la charge de la continuité des soins, qui est l'autre facteur très important, consommateur de personnel et de ressources humaines, les anesthésistes du secteur public sont en garde à hauteur de 4 à 5 gardes par mois, et ceux du libéral sont en astreinte à hauteur de 8 astreintes par mois. En gros, donc tout ça, ça modifie profondément. Si je peux revenir sur le nombre d'IADE, il était d'environ 7000 en 1999, il est aujourd'hui de 9500. Donc on voit que cet accroissement du nombre d'actes d'anesthésie s'est fait également grâce à un accroissement des infirmières qui ne sont pas qu'au bloc opératoire, elles sont également en salle de réveil, elles sont en réa, elles sont dans les SAMUS murs. Donc on voit aussi que c'est grâce à elles aussi qu'on a pu passer de 8 millions à 11 millions et demi. Alors, est-ce qu'elles ont de l'autonomie ? Je crois qu'elles ont pas mal d'autonomie, néanmoins, puisque c'est défini par un décret. Hein, c'est le Code de santé publique qui définit leur périmètre d'actes. Et puis, avec une titularisation, une masterisation, là, depuis 2012. Donc, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas d'autonomie. Tout au moins, on les considère comme des partenaires à part entière. Mais l'acte médical d'anesthésie reste, bien sûr, un acte anesthésique. Oui, alors pour seulement le problème des IADE, la question qu'on se pose parfois, c'est justement les IADE ont dans leur décret d'application un certain degré d'autonomie. On a parfois l'impression qu'elles pourraient être je parle en hôpital public, qu'elles pourraient être plus autonomes qu'elles ne le sont en réalité. C'est-à-dire qu'elles sont plus en doublon parfois des collègues anesthésistes, et on pense que peut-être c'est une question à laquelle ça serait intéressant de discuter, de savoir quelle était les possibilités. Ça a quand même beaucoup évolué, ça, parce que avec effectivement la restriction du nombre de médecins, dans les hôpitaux publics, très souvent un médecin travaille sur 2 salles avec 2 IAD, et qui ont quand même pas mal d'autonomie, puisque s'il y a un médecin pour 2 salles, par définition, il ne peut pas être en permanence dans les 2 salles. Il y a aussi, effectivement, ça a été aussi une idée de dire les IAD vont pouvoir remplacer un petit peu les médecins, sauf que la démographie chez eux est encore moins bonne, parce que les écoles IAD font pas le plein, parce qu'il y a les hôpitaux se désengagent de plus en plus dans le financement des formations continues, et donc il y a des places chaque année qui restent libres dans les écoles IAD. Et puis après, attention à pas dire que les IAD travaillent de plus en plus en autonomie. Vous savez que les pays où quand on regarde le Maghreb, où il y a beaucoup de techniciens d'anesthésie, la profession d'anesthésie ne progresse pas. En France, là, il y a des orthopédistes, on a fait de l'échographie pour la loco-régionale,
Si vous avez que des IAD en orthopédie, on ne ferait toujours pas d'échographie. Donc, je pense que il faut faire un juste milieu. Après, pour revenir, je reviens un peu sur les chiffres. Je pense il y a un ratio chirurgiens libéraux et anesthésistes, parce que d'une part, un libéral, les interventions ne sont pas tout à fait les mêmes, je pense, que dans les CHU, en termes déjà de durée, et l'organisation également meilleure. Si, quand vous faites une transplantation de foie qui dure 10 heures, et quand on fait une vésicule sous cellio dans un établissement privé qui va durer 3/4 d'heure, le temps anesthésique n'est pas tout à fait le même. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est que les établissements privés, quand même, font des actes, en tout cas par rapport au CHU, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, quand même. Et donc, j'avais mis ça de façon un peu provocatrice. Je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que, mais si la fédération hospitalière privée était là, elle dirait non. C'est-à-dire qu'en termes de type d'actes, c'est vrai qu'en France actuellement, les mêmes types d'actes sont faits dans le public et dans le privé. Simplement, le pourcentage des types d'actes n'est pas le même. Il est sûr que les hernies sont faites beaucoup plus dans le privé que dans le public et que les grosses interventions sont peut-être plus faites dans le public que dans le privé, en sachant qu'il y a des structures privées qui font des très grosses interventions et qui en font beaucoup. Mais en termes de nombre, si on prend les nombres et si on a éliminé du secteur libéral les hernies, la chirurgie dermatologique, les varices et puis la chirurgie pariétale, par exemple, ça représente déjà 2 millions d'interventions en moins. Donc il faut qu'on soit conscient de ça. Mais je pense, et vous l'avez dit aussi, l'organisation en secteur privé est souvent meilleure qu'en secteur public. Alors deuxième diapositive, c'est donc la régulation des flux. Je n'avais pas de question à poser. La seule question qu'on peut se poser et qu'on demande, c'est dans le cadre de la réforme de l'internat et des filières, ce qui a été fait pour pouvoir gérer la démographie, notamment pour les chirurgiens, ce qui a été fait en anesthésie, qu'on arrive enfin à faire cette réforme. Alors le problème des flux migratoires autorisés. Vous avez montré les chiffres que j'ai repris et qui sont ceux du Conseil de l'Ordre des flux migratoires autorisés européens et des extra-européens, parce qu'il faut faire aussi une distinction entre ces flux-là. Et au niveau des chirurgiens, donc je vous ai montré, on peut dire que globalement, anesthésistes et chirurgiens, les flux sont à peu près les mêmes, en moyenne. Si on prend les spécialités en chirurgie, on a par exemple la neurochirurgie, où 14% des neurochirurgiens qualifiés par le Conseil de l'Ordre sont à diplôme extra-européen, en chirurgie cardiovasculaire 16%, et pour l'année 2015, sur les nouveaux qualifiés en chirurgie au Conseil de l'Ordre en 2015, c'est 34% des nouveaux qualifiés qui sont soit de diplôme européen ou extra-européen, mais pas de diplôme français. Je vous rappelle que les doyens ont actuellement fait un article en disant qu'ils avaient retiré qu'ils avaient retiré temporairement la compétence d'un certain nombre d'internes qui étaient passés par les circuits extra-nationaux pour incompétence. Et moi, j'étais pendant 15 ans président de la commission de qualification en urologie, où on avait établi des critères très stricts pour les diplômes, notamment extra-européens, et on refusait 80% de ceux qui se présentaient, car ils n'avaient pas le niveau nécessaire. Mais on s'aperçoit que dans certaines spécialités, c'est très très hétérogène. Donc, il y a quand même un danger. Et que, dernier point, les représentants du ministère dans les commissions de qualification, je ne sais pas si c'était pareil en anesthésisme, mais en chirurgie, c'était vrai dans toutes les spécialités, il y avait un forcing considérable des représentants du ministère pour obliger de qualifier des candidats qui ne l'étaient pas. Donc je pense que ce problème des flux migratoires est quelque chose qui est bien, parce que tous ceux qui sont bien, il faut les rattraper, mais ce n'est pas la panacée. Et d'autre part, j'ai mis les flux migratoires transparents. Le ministère a reconnu lui-même qu'il avait, au point de vue des chirurgiens, je ne sais pas le chiffre pour les anesthésistes, il y a actuellement entre 1000 et 2000 chirurgiens qui exercent dans les hôpitaux publics en France, qui n'ont pas la qualification de chirurgie, car ils ne passent plus la NPA, parce que quand ils passaient l'examen et qu'ils étaient collés, ils étaient obligés de partir. Donc maintenant, ils ne passent plus l'examen. Ils continuent d'exercer, parce que les directeurs d'hôpitaux les recrutent, mais il n'y a pas de contrôle. Donc ça, il faut le savoir. Donc je voulais savoir si vous aviez ces mêmes problèmes-là en anesthésie.
Alors, il y a simplement une petite, si vous me permettez, particularité, je vais me dépêcher. Quand on dit 11% de UE et 8% de UE, en fait, ça veut dire qu'il y a 19% des médecins actuellement qui exercent, qui ont un diplôme étranger. Mais par contre, tout à l'heure, je vous ai montré des flux, c'est-à-dire sur l'année 2014, il y avait 40%, ce qui rejoint vos 34%. D'accord, il ne faut pas mélanger le flux et le stock. Alors effectivement, en 1989, il y avait 6,7% de médecins diplômés étrangers en anesthésie-réanimation. Donc on est en train de rejoindre les pourcentages du Royaume-Uni, qui étaient de 27% et 23% en USA, qui étaient publiés dans New England, je ne sais plus de quelle année, mais il y a quelques années. Donc on voit bien qu'on profile, en fait, c'est-à-dire que la formation est assurée par d'autres pays et on profite, c'est une espèce de dumping. Voilà, donc voilà, on a exactement les mêmes problèmes. Et alors, dernier point, bon, je passerai sur la prolongation d'activité, sur les prévisions démographiques, je pense qu'il y a, et vous l'avez évoqué, il y a le problème de la réorganisation territoriale de la chirurgie, et Claude Escoffet l'a évoqué, la réorganisation à la fois territoriale et organisationnelle dans les services, et je pense que ça, c'est un point qui est majeur, parce que du fait des difficultés de ressources, il va falloir qu'on s'organise différemment, et ce qu'on peut dire quand même, c'est que, bon, je suis chargé, moi, de la réorganisation des hôpitaux, des blocs à l'assistance publique à Paris, il y a quand même eu, sur le plan intellectuel, un changement d'attitude et des chirurgiens et des anesthésistes, et depuis 3-4 ans, ça se passe quand même nettement mieux que ça s'est passé pendant un certain temps. Mais je pense que cette réorganisation territoriale, elle est indispensable, qu'on s'implique dedans, parce que c'est une des solutions au même niveau que les flux d'entrée et de sortie. Alors vous avez tout à fait raison, c'est la nouvelle loi de santé publique du 26 janvier. Alors moi je crois que les groupements hospitaliers de territoire, ils ne sont pas là pour modifier un peu les aspects de ressources humaines. Ils sont là surtout pour assurer la fragilité de la qualité et de la sécurité des soins compte tenu en fait de ces problèmes démographiques. C'est effectivement une façon d'avoir un parcours du patient gradué de telle sorte à assurer une qualité et une sécurité des soins quand les choses vont se fragiliser. Et on a encore quelques années voilà, devant nous. Merci infiniment.